Être performant au lit, être performant au travail, être performant au sport et même être performant dans notre sommeil. Si, je vous assure, ça existe. Nous vivons à une époque où la pression de la performance est plus forte que jamais. Ralentir est un droit que nous avons perdu sans nous en rendre compte, jusqu'à nous amener à avoir toujours l'impression de devoir être en action. Bonjour à tous, c'est Camille et comme vous l'avez sûrement compris, aujourd'hui nous allons parler de performance. Et pour ce faire, j'aurai à mes côtés Aurélia Juif-Leclerc. Alors Aurélia a tellement de casquettes et fait tellement de choses que je n'aurai pas un terme en particulier pour la définir. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette multi-entrepreneuse a un parcours riche pour vous parler du sujet de la performance, de comment elle le perçoit et comment ce besoin de toujours performer a pu l'aider et parfois lui nuire. J'espère en tout cas que cet échange sincère vous aidera et vous inspirera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager pour que d'autres puissent le découvrir à leur tour. Allez, je m'arrête là et je vous laisse en compagnie d'Aurélia. Bonne écoute! Bonjour Aurélia, bienvenue chez 5S7 RH. Et comment est-ce que tu vas ce matin? On va commencer par ça, là. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu vas? Ce matin, je vais super bien parce que déjà, j'avais très hâte d'enregistrer le podcast parce que le sujet me prend aux tripes et du coup, j'avais hâte de partager là-dessus. Puis en plus, il fait super beau, il fait chaud aujourd'hui, donc super moral. Oh oui, on se rejoint, ça va être pareil pour toutes les deux. Ça sent un bon épisode là qui va venir. Et d'ailleurs, là, la première question moi, en réalité que je voulais te poser en plus de ça, c'était comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps? Parce que, attends, je vais même devoir le lire en fait, parce que ce que j'ai vu, c'est que tu es bénévole pour l'organisme Cancer de l'ovaire au Canada, aussi pour Marc Comé, tu t'occupes aussi de plusieurs réseaux d'affaires, tu es présente dans beaucoup de podcasts, à la radio, tu es aussi directrice de... Non, tu vois, attends, il faut que je reprenne mon souffle tellement il y en a. Tu es aussi directrice de contenu pour Rosette Studio et j'ai même pas tout dit. Comment est-ce que tu fais, Aurélia? Déjà, dans ce que tu as dit, il y a des choses que c'est des expériences qui sont terminées. Ah, Voilà, ça, je le savais notamment pas. mon Ok. bénévolat pour Cancer de l'ovaire Canada, je crois que je l'ai arrêté il y a un an déjà. Voilà, mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses, puis tu as raison sur ce point-là. Comment je fais pour gérer mon temps là-dedans? Euh, je sais pas, ça fait partie du travail que j'ai à faire, même encore quotidiennement aussi, c'est que tout arrive à rentrer dans une journée. Est-ce que tout doit rentrer dans une journée pour pas se laisser de côté soi-même? Ça, c'est un enjeu. Voilà, c'est vrai que je fais beaucoup de choses, puis j'aime ça, faire beaucoup de choses. J'aime beaucoup toucher à plein de domaines, connecter des idées, voilà, toutes ces choses-là. C'est sûr, je fais beaucoup de choses parce que c'est un support à mon épanouissement. Après, il faut que j'apprenne à le balancer aussi, puis c'est ce dont on va parler certainement aujourd'hui. Complètement. Et comment justement est-ce que tu organises tes journées? Enfin, tu sais, une journée typique à la Aurélia, là, comment ça se passe? Parce qu'avec tout cet emploi du temps, on peut s'imaginer quelqu'un, tu sais, comme souvent on s'imagine les gestionnaires, enfin, ou les patrons et tout ça, où ils se réveillent à 4 heures du matin, ils finissent à 22 heures, tu sais, comme le gestionnaire, enfin, le patron comme super performant, l'idée que tu peux avoir, etc. Est-ce que c'est réellement ça? Alors, moi, je commence ma journée tôt parce que j'ai toujours été, alors, c'est pas tant une lève-tôt, mais je suis assez productive le matin. Je sais que c'est ma période, le matin, c'est la période où je suis créative, où j'arrive à produire, etc. Puis où il y a surtout une fluidité dans la production. Donc moi, je me lève vers 6 heures en général. 6 heures, 6h30 maximum, mais encore, je mets pas de réveil, je me réveille naturellement comme ça. Et puis, je commence, je prends d'abord un temps pour moi, ça c'est obligatoire, sauf ce que je faisais pas avant. Il y a quelques années, dès que je me levais, j'allumais l'ordinateur et je travaillais tout de suite. Puis ça fait partie des choses que j'ai mis en place de prendre du temps pour soi au réveil. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Comment ça se fait qu'avant, tu ne le faisais pas du tout et puis après, tu t'es dit, non, ok, maintenant, je me réveille, je vais prendre quand même d'abord du temps pour moi et ensuite, on y va et on enclenche la journée de travail. Bah, c'est à un moment donné, tu te dis que ta vie, elle doit pas être que le travail, quoi.
Puis, il y a aussi des phénomènes comme un peu physiques qui se passent. C'est que quand tu travailles de ta minute de lever à la minute où tu vas te coucher, en fait, tu travailles même pendant tes rêves après. Parce que du coup, tu rêves de ton travail. Il y a des fois où moi, je me réveillais, puis j'étais comme déjà, j'étais en train de faire ma réunion du lendemain dans ma tête, quoi, de ces choses-là. Donc, il y a un moment donné, pour avoir un vrai repos, il faut avoir des temps de dépôt et des temps de tampon entre des périodes de la journée qui sont le travail ou ton temps perso, quoi. Mais justement, ce besoin-là, il s'est fait ressentir comment, de quelle façon, où tu as eu ce déclic-là, où tu as dit non, ok, là, Aurélia, stop, tu vas. Parce que je pense, tu sais, quand tu dois changer de comportement, c'est difficile, là où t'as eu l'habitude pendant longtemps, plusieurs années, de fonctionner d'une certaine manière. Puis d'un coup, tu te dis, ok, là, c'en est trop. C'est quoi qui a déclenché ça et qui t'a permis de continuer à prendre comme soin de toi, tu sais, comme plutôt de prendre des moments pour toi le matin, des vraies pauses dans la journée et pas continuer à fond comme ça à chaque fois. C'est l'épuisement. Ouais. C'est vraiment l'épuisement. Puis je pense que là, de ce que je dis, c'est commun à beaucoup, beaucoup de gens maintenant. Et ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un moment donné où tu te dis, euh, début trentaine, est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Puis tu sais, moi, je dis toujours aux gens, il y a une seule personne avec qui on va vivre jusqu'à la fin de notre vie, c'est nous-mêmes. Puis ça serait bien qu'on arrive au bout pas trop mal. Et l'épuisement fait que on est déjà mal, même en étant jeune, quoi. Et c'est pas ce que je veux et ce que je projette pour mon moi futur. Donc, à un moment donné, il faut passer à l'action. Puis moi, il y a quelque chose que j'aime pas du tout, c'est quand tu te plains de choses, que tu dénonces des choses, etc., mais que tu mets rien en action pour arriver à le régler. Pour moi, c'est quelque chose qui sort de ma logique complètement. Donc, j'ai plutôt tendance à, c'est ça, quand j'identifie des problèmes, de dire qu'est-ce que je dois mettre en place. Puis, l'enjeu, comme tu le dis, dans les temps pour soi, c'est plutôt arriver à le faire perdurer. Donc ça, c'est tout souvent quand même de la déconstruction à avoir par rapport à des mécanismes qu'on nous a appris, à la façon dont la société fonctionne aussi, on s'accomplit beaucoup par le travail, etc. Alors qu'en fait, on s'accomplit par plein d'autres choses aussi. Donc, c'est du travail un peu long terme, puis faut être vigilant. C'était quoi le plus difficile pour toi, tu sais, pour pouvoir maintenir justement ça, pour pouvoir maintenir ce changement de comportement-là? Où je pense qu'au départ, tu es comme motivé, puis des fois, t'as peut-être envie de reprendre comme avant parce que tu dis, OK, si je prends mon moment de pause là, j'aurais pas le temps de faire, tu sais, un peu ces idées que tu peux avoir là, alors qui sont pas forcément vraies, mais tu peux avoir cette idée de te dire, ben oui, mais si je prends mon moment de pause là, et ben jamais j'arriverai à avancer dans tout ce que j'ai à faire. Donc, je le squeeze, ce petit moment-là. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir réussir à le garder? Mm. Mais la façon dont tu as formulé les choses est intéressante parce que c'est pas que des fois on peut avoir envie de squeezer les moments de pause pour privilégier une liste de choses à faire, de travail, de choses comme ça. C'est que c'est même pas une question d'envie, c'est une question de mécanisme. C'est que, et puis comme moi, c'est ça, j'ai fait beaucoup de choses, puis c'est vrai que le travail prend une très grosse place dans ma vie. C'est que, en fait, on retombe dans des schémas complètement inconsciemment de privilégier toujours le travail. En fait, le travail est la priorité sur le reste. Et ça, c'est encore une fois, c'est du mécanisme et l'objectif, et puis moi, pour avoir passé un peu tout ce cheminement-là, j'ai vu qu'il y avait des phases. C'est que d'abord, tu es pleinement dans ton mécanisme, puis tu t'épuises, etc. Tu as un déclic qui te dit, c'est bon, j'arrête. Donc, tu prends le temps d'identifier ton mécanisme, d'essayer d'identifier pourquoi est-ce qu'il est là, euh, comment il modèle tes agissements, ta relation aux autres, ton énergie, toutes ces choses-là. Et puis, l'apprentissage, c'est long. Et donc, faut pas non plus s'auto-flageller quand on a identifié le mécanisme, qu'on a commencé à mettre des choses en place, de voir que des fois, le mécanisme, il reprend sa place et que il faut encore
se mettre de la discipline pour réancrer des nouvelles façons de fonctionner. Donc ça, c'est normal. Puis du coup, il y a des cycles comme ça qui se passent. Par contre, on se rend compte que des fois, quand le mécanisme y réapparaît, il reprend trop de place. En fait, on s'en rend compte de beaucoup plus rapidement qu'avant. Et donc déjà, ça montre que ton cerveau, il est comme en train d'évoluer. Et puis après, bah, c'est comment tu l'identifies rapidement, donc comment aussi t'agir rapidement derrière pour essayer de retrouver ta balance, quoi. Et ça, tu vois, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent, on essaye de changer des comportements où on voit qu'ils sont moins bénéfiques pour nous. Puis à un moment donné, on se rend compte que, ben mince, on n'a pas réussi à maintenir ce qu'on voulait en place, puis on abandonne ou on s'auto-flagelle, comme tu disais tout à l'heure, ou on devient même un peu plus dépressif, on n'est vraiment pas bien parce qu'on veut essayer d'arriver là, puis on n'y arrive pas. On se dit que les autres réussissent autour. Alors ça, juste pour ceux qui nous écoutent, on a toujours l'impression que les autres réussissent autour et puis nous, non. Alors c'est pas vrai. Discutez avec les gens quand vous avez ce sentiment-là parce qu'on est tous un peu dans le même bateau par rapport à ça. Ouais, bah, puis là sur bah, déjà c'est être comme gentil avec soi-même aussi, puis le cerveau humain il est ce qu'il est, puis les phases d'apprentissage elles sont longues, puis c'est normal quoi. Donc voilà, faut pas s'auto-flageller pour ça. Puis après c'est ça, c'est aussi la question de la comparaison avec les autres. Alors moi je suis pas trop touchée par ça, je me compare très très rarement, et puis j'ai pas envie qu'on se compare à moi non plus. Tu vois, tu disais tout à l'heure, on a l'image de l'entrepreneur qui travaille de 4 heures à 22 heures le soir, etc. J'avoue qu'il y a des fois, il y a des semaines qui sont comme ça et j'essaye de travailler sur moi pour faire en sorte que j'aimerais bien que dans ma vie, ça ne soit plus le cas. C'est ça, c'est que je fais beaucoup de choses, puis je sais que des fois, je donne une image de quelqu'un, c'est ça, qui a beaucoup d'énergie, qui arrive à bien gérer son emploi du temps, qui fait beaucoup de choses et bien, et puis avec de la valeur, etc. C'est pas tout rose, en fait, derrière, puis j'ai pas envie de véhiculer cette image-là non plus. Ben justement, on va revenir à l'entrepreneuriat, mais Ouais. avant d'y revenir, là-dessus, je voulais voir quelque chose avec toi sur la performance, que c'est quand même le cœur là de ce qu'on va parler de notre conversation. Mais avant, d'y aller, c'est quoi exactement la performance pour toi? Bah justement, c'est ça qui m'intéressait dans le podcast d'aujourd'hui, c'était de proposer une redéfinition de la performance. Puis là, je veux juste faire comme une petite alerte, c'est que je suis pas psychologue, je suis pas chercheuse, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comme mon témoignage et c'est peut-être complètement subjectif ce que je vais partager. Donc voilà, puis tous les êtres humains sont différents. Donc dans la question de la performance, les gens qui ont un schéma de performance comme moi je l'ai, on a certainement tous des nuances à l'intérieur dans ce qui est positif et nos vulnérabilités. Donc voilà. La performance, si on regarde tout bêtement dans le dictionnaire, j'ai été regarder dans le dictionnaire, c'est lié à le résultat, le rendement dans un cadre de compétition. Donc, on lit très rapidement plutôt à l'exploit et à la victoire. Et ce qui est intéressant bon, moi je viens des lettres et de la littérature, donc tu te doutes bien, j'étais même chercher l'étymologie du mot. Et en fait, ça vient de la racine anglaise. Et puis encore aujourd'hui, la performance dans l'anglais a pas tout à fait la même signification qu'en français, puisque en anglais, c'est simplement faire les choses, la manière de faire les choses. Donc, Ah moi, je c'est pensais qu'en anglais, c'était une représentation. bah, il Que y a c'était la aussi une performance. représentation, puis d'ailleurs en français aussi, il y a les performances d'artistes, par exemple, OK. etc. Mais vraiment, à la base, c'est la manière de faire les choses, c'est faire les choses, puis le français donc l'a emprunté, et c'est marrant de voir comme le français a teinté la signification du mot performance du côté compétitif et du résultat. Donc, ça, c'est intéressant. Là, toutes les deux, nous, on est au Québec. Fait une personne qui sera francophone, une personne qui sera anglophone et qui écoutera le podcast, peut-être que déjà, elle n'a pas tout à fait la même lecture de la performance. Ça, c'est génial quand tu décris comme ça le mot et tu vois, tu sais, comme d'où est-ce que ça vient, pourquoi, et puis juste, ben, tu sais, ça me fait penser aussi, et pourquoi je trouve que c'est hyper important de définir les mots, et pourquoi est-ce que je t'ai demandé de le définir, c'est parce que parfois on se dit, on parle la même langue, on utilise les mêmes mots, donc on va se comprendre super facilement.
Alors que c'est pas le cas. Puis comme là, on voit avec déjà le mot performance, où on n'a pas forcément la même signification. Et ça, je trouve ça fou. D'où l'importance pour moi, tu sais, comme d'exposer les choses pour être sûr que là où on va essayer de se comprendre, eh ben, on est sûr de se comprendre et pas qu'il y ait des conflits pour rien même, tu vois. C'est ça. Donc, Donc voilà, donc mais comme tu dis aujourd'hui, je voudrais comme apporter un nouvel éclairage parce que donc moi, ça fait des années, puis le schéma de performance, je l'ai depuis que je suis toute petite, hein, je ne vais pas le cacher, hein, donc puis certainement que je l'aurai vraiment jusqu'à la fin de ma vie. est-ce que tu peux expliquer ce que pour toi est un schéma de performance d'abord? Ben, le schéma, c'est quelque chose qui se reproduit. Donc, tu l'identifies quand il y a des situations qui se présentent à toi, qui ont la même tonalité dans les choses que ça te fait travailler, les choses que tu remarques aussi, ta relation aux autres, etc. Et où encore une fois, tu réenclenches toujours le mécanisme et tu as l'impression que c'est un peu la roue qui se répète tout le temps. Voilà. Et donc, le schéma de performance, pour moi, c'est vraiment on va peut-être le décortiquer plus, etc. Puis encore une fois, il y a des nuances, mais pour moi, c'était vraiment c'était vraiment tout ce qui était lié à l'exigence que je me mettais, à faire plein de choses, à la rigueur, etc. Puis ça modelait la façon dont je faisais les choses, mes choix, et puis ma relation aux autres aussi. Donc voilà, et encore une fois, ça se répète, puis je dis que Et c'est juste, depuis que je suis toute petite, puis il y a des choses que je faisais à l'école, puis que les situations se sont reproduites même dans ma vie adulte, quoi. mais justement, là, tu parlais de ta relation à l'autre. Ouais. Comment elle est, tu sais, si tu faisais tes choix par rapport à ce schéma de performance, à ta relation à l'autre, comment elle est ta relation à l'autre, justement? Alors, Ou ça, comment elle l'était, peut-être que ça a évolué aussi. la performance la relation à l'autre par le biais de la performance, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait un travail dessus quand j'étais à l'université à peu près. Parce que quand tu as un schéma de performance, c'est sûr que tu as, en tout cas, et encore une fois, je vais dire je peut-être, ça dépend des gens, mais tu as forcément une grille de lecture et une grille d'exigence qui est plus haute que la moyenne. Et ce qui fait que tu as tendance à être déçu des autres parce qu'ils remplissent pas ils remplissent pas le critère que toi tu t'es mis qui est bien au-dessus que de la majorité des gens en général. Donc ça c'est quelque chose que moi j'ai vécu beaucoup et puis j'ai vraiment lâché prise avec ça à l'université où on a commencé forcément à faire beaucoup de plus gros travail d'équipe sur le long terme, etc. Donc ça m'a fait vraiment travailler dessus. Puis aujourd'hui j'ai plus vraiment ce problème-là, au moins dans un cadre de travail voilà, d'équipe, etc. J'ai vraiment fait un travail dessus. Et la façon dont ça s'est passé, c'est que pour moi, il y avait la question, à un moment donné, la réflexion à avoir de la responsabilité de cette déception-là. C'est-à-dire que je suis déçue des autres, mais ça n'est pas leur responsabilité. C'est parce que c'est moi, toute seule, qui ai projeté des attentes sur eux et ils en ont même pas conscience, quoi. Les pauvres, ils y peuvent rien. Donc, Est-ce que donc tu c'est peux nous raconter une histoire qui t'est arrivée là-dessus, tu sais, où ça s'est peut-être mal passé au départ avec une équipe où toi tu t'attendais des choses d'eux, puis en fait c'était pas du tout ça, et puis comment ça s'est passé, tu sais, au niveau, que ce soit que ça a été quand tu étais à l'université ou même dans le cadre du travail, comment est-ce que tu as géré ça justement? Parce que je pense que ben, ta réflexion qui a été poussée vient de là, tu sais, des expériences que tu as vécues. Juste nous donner comme des exemples justement de ce que tu as pu vivre Bah, là-dessus. moi, ce qui me vient en tête, le premier truc qui me vient en tête, toi, ça m'est resté gravé, c'est un projet particulièrement à l'université en master. Au début de l'année, dans mon souvenir, on était comme matchés par groupe, puis on avait un projet à construire sur toute l'année avec un événement à la fin. Puis nous, c'était sur le journalisme de terrain, donc on a fait toute une exposition qui fait venir des journalistes pour témoigner de leur métier, etc. Et donc, c'était un projet de groupe avec des gens en plus qu'on ne choisissait pas.
puisqu'on était comme matchés, sur le long terme. Et qui demandait, voilà, pour faire l'événementiel, ça demande d'organisation, il fallait lever des fonds, il fallait faire toute la com, etc. Donc, c'était quand même un gros truc, c'était une mise en contexte professionnelle finalement. Donc c'est ça. Puis ce projet-là, il m'a vraiment, vraiment fait travailler parce que je me suis retrouvée avec des gens, notamment un garçon qui avait les personnalités complètement différentes et un lâcher-prise par rapport au travail, etc., qui ne répondait pas à la rigueur que moi je mettais dans ce projet-là. Donc voilà, c'était. Et puis là, je vais peut-être tirer le fil vraiment très loin, mais c'est aussi prendre conscience que ce niveau-là d'exigence que moi je me mets, inconsciemment, en fait, c'est comme si je niais l'existence ou la valeur de l'autre. Alors qu'on vient tous d'univers différents, on a tous des expériences différentes, on a tous des personnalités différentes et des compétences différentes, et tout ça a une valeur égale en fait. Et justement, il faut arriver à faire en sorte qu'on nourrisse un projet ensemble avec ce qu'on a apporté de différent. Et tu vois, quand j'ai tiré ce fil-là, pour moi, c'était comme enfin, ça n'a pas été insupportable de me rendre compte de ça, mais pour moi, c'est insupportable de nier l'existence de l'autre ou la compétence de l'autre parce que c'est pas du tout mes valeurs. C'est vraiment l'opposé de mes valeurs. Et donc, du coup, tu sais, c'est comme des prises de conscience où tu te dis, mais en fait, ce schéma-là que j'ai, à quel point il me fait aussi aller à l'encontre de mes valeurs et je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, à partir de maintenant, je vais arrêter, quoi. Ah, et t'as fait une sacrée réflexion quand même derrière tout ça. Mais ok, ça a été bah, pareil, à chaque fois, je sais, j'arrête pas de te parler de déclic, mais c'est parce que dans ce que tu me dis là, je vois, enfin en tout cas, je vois beaucoup de personnes qui vivent la même chose, qui s'en rendent pas forcément compte. Et je me dis que peut-être qu'en écoutant le podcast, en écoutant l'épisode avec toi, ils vont s'en rendre compte. Mais pour ça, j'ai besoin de savoir aussi, mais toi, comment est-ce que tu t'en es rendu compte? Comment est-ce que tu sais, tu pars aussi loin? Parce que c'est pas tout le monde, ou c'est pas tout le temps où Mm. on se dit, OK, pourquoi est-ce que j'ai ce comportement-là? Moi, je vois plutôt que les gens, ils se disent, attends, il est super chiant, lui, il bosse pas, moi, je bosse tout le temps. Pourquoi, comment, de quelle façon? Puis là, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout le monde, bah, tu es en plein conflit, en fait, avec, que ce soit avec tes collègues à l'université ou tes collègues de travail aussi. Puis Mm. c'est comme ça qu'il y a plein de conflits aussi qui sont générés. Donc, comment est-ce que tu arrives à un moment donné à dire, OK, là, stop, s'il y a quelque chose qui va pas, et puis... Euh, alors moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup déjà. Donc voilà, voilà, j'analyse vraiment beaucoup. Et puis, je te dirais pas que j'ai eu un déclic en particulier à chaque fois, puis ça vaut pour d'autres sphères aussi. C'est plutôt, j'ai envie d'être bien avec moi-même, puis du coup, j'analyse les moments d'inconfort que j'ai. Donc là, voilà, d'inconfort où tu parles de conflit, ce genre de choses-là, ça veut dire qu'il y a quand on vit ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à passer. Il y a une étape à comprendre, puis il y a une action à mettre en place pour s'extraire de cette zone d'inconfort-là. Donc, il n'y a pas, chez moi, à chaque fois, il n'y a pas vraiment de déclic, juste la prise de conscience qu'il y a un inconfort ou qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien et qui est plutôt du coup dans le négatif ou qui est lourd, qui ne t'apporte pas une bonne énergie. Et donc, comment tu l'observes, qu'est-ce que tu en tires et puis comment, encore une fois, tu te mets en mouvement par rapport à ça, quoi. Bien. Et tu sais, regarde, moi je trouvais ça aussi intéressant qu'on parle de performance aujourd'hui parce que j'ai vécu quelque chose la semaine dernière, et Mhm. justement lié à la performance. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, tous les jeudis, avec une collègue, on fait ce qu'on appelle les petits points café. Donc, comme on est tous en télétravail, on se voit pas et tout, et ben avec elle, ben, on a instauré ça pour avoir des petits moments informels comme tu pourrais avoir dans le bureau. Puis là, au bout d'un moment, elle me dit d'ailleurs, Sophie, si tu m'écoutes, encore merci. Si tu nous écoutes. Puis au bout d'un moment, elle me dit, Camille, comment ça va? Et puis là, mais j'éclate complètement en sanglots. Et en fait, c'est parce que c'était une semaine où je me sentais mais pas performante du tout. Les choses, j'ai l'impression qu'elles n'avançaient pas. J'avais l'impression que j'étais la seule là-dessus. Tu sais, comme tu t'essaies, t'es acharnée à essayer quelque chose, puis ça marche pas. Et là, je me dis, ben,
tu vois, la performance, des fois, quand tu es là-dedans, bah, ça peut être un moteur parce que tu as envie de réussir à chaque fois, donc tu te donnes à fond. Mais en même temps, de l'autre côté, est-ce que tu n'as pas des phases où toi, tu n'as pas eu des phases où vraiment, comme, est-ce que la performance peut pas comme être une source de dépression parfois, tu vois? Oui, complètement. Après, moi, par exemple, tu vois, quand je te disais qu'on avait tous des nuances, notamment liées à la performance, c'est que moi, j'ai jamais, donc en reprenant la définition de la performance qui est liée au résultat, pour moi, j'ai toujours aimé apprendre, puis j'aime le processus d'apprentissage, puis même quand ça marche pas, encore une fois, je décortique qu'est-ce qui a pas marché, puis comment je vais faire mieux, etc. Donc, moi, dans mon schéma de performance, je lis très peu ça à la question du résultat. Donc voilà, mais ça peut être une piste aussi d'apprécier le processus et puis se rendre compte aussi qu'il y a des fois, il y a des choses qui ont besoin de temps pour se faire, puis ou que c'est pas le moment ou ces choses-là. Donc c'est comme du lâcher prise par rapport au résultat. Moi, c'est pas trop quelque chose que je vis. Parce Ok, bah alors, est-ce que tu peux vraiment nous redire ce que c'est? Parce que pour moi, la performance est forcément comme relié à un résultat, c'est vraiment comme lié à l'exploit, à ce que tu vas faire, à comment bah, ça va devenir. Donc pour toi, c'est quoi exactement? C'est pour ça que je disais aujourd'hui, j'aimerais bien comment redéfinir un peu ça et puis balancer parce que l'exploit et la victoire, je trouve ça. Alors oui, c'est bien de réussir des choses, etc. Mais je trouve ça quand même lourd imagine si on devait tout réussir dans toute sa vie, tout le temps. Tu sais, on n'apprendrait pas grand-chose au final, tu vois, si tout était si Je te simple. rejoins complètement. Donc voilà, puis c'est de se rendre compte que des fois, tout n'a pas besoin d'être parfaitement fait, parfaitement beau, etc. Et bon, je t'avoue que euh, là, je dévie un peu peut-être pour reprendre toi la question du résultat puis de la réussite. Encore une fois, moi, c'est quelque chose que je veux complètement balancer. Ok, mais Pour alors dans moi, ce cas-là, c'est quelqu'un toute la performance. Bah, alors peut-être que là on va ailleurs, mais pour moi par exemple chez moi la question de la performance c'est pas la performance puis le résultat n'est pas la finalité, c'est un moteur chez moi. Donc c'est ce qui me motive à, ne serait-ce que, tu vois, il y a 4 ans, je suis arrivée au Québec, à m'intégrer à un pays. C'est ce qui m'a, tu vois, l'envie de faire des choses, d'apprendre des choses, etc. C'est ce qui a fait que je me suis très, très vite intégrée ici, puis que j'ai noué un réseau, puis fait plein de choses, tu vois. Donc, ça a été un moteur, mais puissance 1000 pour moi. Donc, tu sais, je célèbre ça. Et puis c'est ça. Après, c'est un lâcher-prise de se dire quelque chose peut être réussi sans être parfait aussi et sans que ce soit ultra victorieux. Il y a... Ben, dans ce cas-là, parce que si on retourne à ben, ton ami, enfin ton ami, la personne avec qui tu travaillais à l'université, avec qui ça s'est pas très bien passé parce qu'il ne livrait pas les résultats que toi tu souhaitais à la base, en tout cas ce que toi tu avais mis d'attente sur lui. C'est quand même les résultats au final. Tu sais, c'était pas que le processus d'y arriver, c'était aussi bah, le résultat de ce que vous allez livrer là-dessus, enfin tous les deux, enfin en équipe en tout cas, tu vois. Donc tu as quand même Oui, ce résultat-là. exactement. Il y a quand même la question du résultat, mais il y avait à 100% la question du processus aussi qui amène au résultat. C'est-à-dire que comme c'était un projet long terme sur l'année, tu sais, les livrables, il y a eu enfin, les livrables ou processus de réflexion ou l'exploration, etc. C'est aussi du faire, ça. Donc, c'est aussi réaliser des choses. Ouais, pour moi, dans la performance, en tout cas, dans ma lecture à moi, je n'ai pas envie de penser seulement résultat. En fait, c'est comment est-ce que tu fais pour pouvoir y arriver. C'est ça pour toi qui est le plus important. Moi, j'ai une très grosse fibre exploratrice et processus, etc. J'adore apprendre. Donc la question du chemin pour arriver à un résultat ou à un objectif, j'adore cette phase-là, quoi. Donc voilà.
Mais tu vois, là, il y a quelque chose que je pourrais te dire, par exemple, où je te disais tout à l'heure, un résultat, il peut être bon sans être forcément parfait comme nous on l'entend ou fait au maximum, etc. Euh, Quand tu réalises un projet, il y a des phases. Le résultat, c'est que la finalité, mais il y a plein de phases avant. Donc, tu sais, tu testes et quand tu testes, tu fais des essais-erreurs, tu fais des A/B tests, etc. Tu explores, tu perfectionnes, tout ça. Et, euh, et selon les phases, il y a des fois, quand tu es dans le schéma de performance, tu as comme un biais de compréhension de la demande qui est faite. Je parle notamment de ceux qui sont en équipe ou qui seraient en entreprise, etc. Peut-être pas les auto-entrepreneurs qui se mettent eux-mêmes leurs leurs critères, mais euh, quand on est dans une phase d'exploration, par exemple, et qu'on te demande de te renseigner sur un sujet, ou voilà, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire une étude de 28 millions de pages et d'explorer à fond, etc. Peut-être que à ce moment-là, dans la phase d'exploration, c'est juste suffisant de commencer à se renseigner sur un sujet et puis d'en voir le générique et que c'est pas la peine de devoir vouloir maîtriser ce sujet-là. Parce que à la phase du projet dans laquelle on est, c'est pas nécessaire. Ouais, Tu mais vois. ça, tu vois, c'est important de le mettre en mots, je pense, tu sais, parce que tu as beaucoup de salariés dans les entreprises qui vont se mettre cette pression. Même si dans l'entreprise, imaginons, tu as un projet, tu dois le faire, personne ne te met aucune pression. Mais personne n'a dit exactement qu'est-ce qu'on attend de toi. Toi, tu vas te mettre la pression tout seul. Et puis, tu vas aller lire, bah, je vais reprendre ton exemple, là, les 28 000, je sais pas moi, projets, etc., pour être sûr que ce que tu fais soit bon, qu'est-ce que les autres, ils ont fait, tout ça, etc., avant. Et tu vas te le mettre toi-même, la pression, parce que personne t'a dit exactement, a vraiment défini qu'est-ce qu'on attend de toi. Et je trouve que Exactement. c'est super important de commencer par un projet, puis de bien définir qu'est-ce que j'attends, comment, de quelle façon, etc. Sinon, tu vas te retrouver avec des gens qui voudront comme super performer dans quelque chose où on n'attendra pas ça d'eux. Alors, peut-être que dans un sens, ça va être bien parce qu'il va apprendre plein de choses, puis tu auras tout ce processus d'apprentissage que tu auras dit. Puis de l'autre, tu peux aussi avoir l'inverse où tu auras plutôt des personnes qui vont pas être bien à la fin parce que, ou qui vont finir en pleurant, qui vont finir en épuisement, ou des choses comme ça parce qu'elles auront l'impression d'avoir tout donné. Puis au final, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme réaction à côté? C'est genre, bah non, c'est pas ça que j'attendais de toi. Puis là, ça te démoralise, mais juste complètement, je pense. Mais, en fait, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que euh, quand on est dans un cadre d'entreprise ou en tout cas, qu'on est dans un cadre de travail où il y a un objectif à réaliser, c'est très très facile, même encore une fois complètement inconsciemment, mais pour l'équipe qui a autour de la personne qui a un schéma de performance ou pour son gestionnaire, etc., d'appuyer sur le mécanisme de performance au service de la performance de l'entreprise. C'est très, 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 très facile d'appuyer dessus. Et sauf que, encore une fois, c'est que, et là, tu l'as très bien dit, c'est que il y a des fois, on dit oui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, sauf que, en fait, à la base, la direction de l'entreprise ou les gestionnaires n'avaient pas bien identifié l'objectif, n'avaient pas mis en place des indicateurs qui permettent de dire oui, mais à partir de quand est-ce qu'on va estimer que j'aurais atteint ou dépassé ce qu'on me demande, etc. Donc, du coup, on continue à en faire, on continue à en faire parce qu'en fait, on n'a pas de fin. Donc, il y a toute cette réflexion-là aussi à avoir. Et l'autre partie que tu as mentionnée, c'est les réflexions. Encore une fois, des fois, c'est totalement inconscient, mais qu'on peut avoir après bah, ça, tu l'as pas vraiment bien fait, ou tu aurais pu en faire plus, ou je sais pas. Puis des fois, on demande tellement trop on se rend pas compte aussi que la personne en face, elle n'a pas forcément la ressource nécessaire pour arriver à la fin. Donc, que ce soit d'autres personnes dans l'équipe qui vont l'aider, la ressource matérielle, ça dépend quel métier on a. Mais faut voir l'écosystème aussi, quoi. Et puis, le dernier point pour moi, c'est donc plutôt au niveau aussi des gestionnaires d'équipe. De se rendre compte que quelqu'un qui est dans la performance, il va avoir plutôt le réflexe de dire je sais le faire, donne-moi plus, presque. Ouais. Sauf qu'il y a un moment donné, on a tous le même nombre d'heures dans la journée et on a tous une ressource d'énergie qui n'est pas inépuisable. Et donc, c'est aussi
voilà, quand on est face à ce type de personnes-là, d'un moment donné, de dire, c'est de se rendre compte qu'il en a assez, en fait, et qu'il va déjà terminer ce qu'il a à faire, et puis qu'il y a d'autres ressources à côté qui peuvent faire ce nouveau projet-là, quoi. Complètement. Et il y avait autre chose aussi sur lesquelles je voulais revenir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'était qu'au niveau de la performance, tu sais, c'est comme si que c'est devenu comme une valeur un peu dominante, qu'il fallait absolument être au top tout le temps, que bah, faut être au top dans l'entreprise, il faut même être au top au lit, il faut être au top au sport. Tout est comme programmé. Tu sais, même sur ta montre maintenant, tu vas regarder, tu vas te comparer aux autres, combien est-ce que toi, tu as fait, surtout tout. Tu peux prendre comme toutes ces données-là et voir est-ce que tu es meilleur ou pas, quel résultat tu as obtenu. Puis c'est comme si que la performance était omniprésente partout dans nos vies. Est-ce que toi, Mm. tu ressens cette même chose-là aussi Oui, et puis on le ressent aussi quand tu commences aussi à t'intéresser un peu au développement personnel, etc. Il y a un peu tous ces, alors, moi, il y a deux domaines dans lesquels où ça me gêne vraiment de voir ça. C'est très lié à mon quotidien. Moi, c'est l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est-à-dire que même dans le développement personnel qui prône dire de prendre soin de soi, de trouver son équilibre, de trouver son propre rythme, etc., en fait, c'est pas qu'on commence, c'est que depuis plusieurs années, on voit aussi la question de la performance arriver. Ta routine du matin, faut vraiment que tu la fasses, hein, et puis tous les jours. Puis tu as 5 étapes à ta routine du matin, c'est forcément ça, sinon tu la fais pas bien. Voilà, oui, il faut que tu aies des horaires qui soit cohérent avec un style de vie où tu peux respirer. Voilà. Et puis tu t'es pas renseigné sur ça, puis tu n'as pas lu tel livre. Je te rejoins, mais tellement Aurélia, mais t'imagines pas à quel point. Et puis, même, tu sais, genre, c'est pas la première fois que je parle de ça avec une personne, mais des fois, c'est quand j'émets cet avis, bah, exactement le même que le tien. Il y a beaucoup de critiques derrière, là, où je me prends une vague d'insultes, des fois, de dire, mais non, mais c'est pas comme ça. Et puis, attends, comment on m'avait dit ça? Oui, c'est pas comme ça le développement personnel, c'est hyper bienveillant. Puis la personne en face qui te parle de bienveillance et tout ça, elle est en train de t'engueuler. Je me dis, mais il n'y a rien de bienveillant là dans ce que tu me dis. Et en plus de ça, mais je trouve que, tu sais, c'est comme si on t'obligeait à absolument être performant dans ton bien-être. Je dis, mais c'est pas comme ça qu'il faut, enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pareil, on parle aussi, on n'arrête pas de parler aussi de bonheur au travail ou de bien. Moi, je suis, mais genre juste tellement pas d'accord avec ça. Et puis, ça remet toujours la faute sur l'individu. Si tu réussis pas, c'est pas de ta faute. Même si tu réussis pas à pas être, enfin, si tu n'arrives pas à être heureux, c'est de ta faute. Genre, mais sérieusement, mais non, on peut pas, ça marche pas. Et c'est pareil. Je ne sais pas si toi, parce que je sais que tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs et que c'est quelque chose que tu as vu dans d'autres entreprises, mais moi, dans le cadre de mon métier, ce que je vois beaucoup, tu sais, c'est qu'on va dire à l'individu, OK, tu es super stressé, qu'est-ce qu'on va faire? On va te donner un coach, une formation, etc., pour faire diminuer ton stress. Alors, ça peut t'aider, tu sais, d'avoir un peu plus de contenu, de mieux comprendre comment fonctionnait tout ça, le stress. OK, très bien. Et je dis oui, il faut aller vers la formation, le coaching, etc., sur ces choses-là. Mais si au final, tu ne vas pas vraiment creuser dans l'entreprise, qu'est-ce qui fait que ton salarié il est stressé? Ça va l'aider peut-être sur le court terme, mais à long terme, tu n'auras rien fait au final. Tu auras Oui, ou plutôt mis alors il ton va argent. finir par partir parce qu'il aura Oui. identifié que c'est l'entreprise qui va pas. C'est exactement ça. Et du coup, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu sais, c'est comme toujours ramener comme c'est de ta faute à toi, c'est toujours la faute de l'individu, alors que l'environnement autour a vraiment un grand rôle à jouer aussi là-dessus, sur ce que tu peux réussir ou ne pas réussir, ou ce que tu fais ou pas, tu vois. Il n'y a pas que toi en tant qu'individu qui est en jeu là-dessus. Ouais, alors moi, la réflexion que ça m'amène, ce que tu es en train de dire, puis encore une fois, je suis totalement d'accord, c'est aussi comment est-ce que, parce qu'on s'entend que toute la société, elle va pas changer demain. Comment est-ce que on peut faire en sorte de se mettre des barrières un peu protectrices par rapport à ça? Et, euh, et on parlait tout à l'heure de la comparaison aussi avec d'autres. Il y a des fois où on enclenche des choses qui ont une tonalité un peu de performance, mais c'est parce qu'en fait, on se compare aux autres puis qu'on veut faire comme l'autre où on a l'impression qu'il fait super bien. Je te parlais d'entrepreneuriat.
moi, je déplore le fait que les grandes figures d'entrepreneurs qui sont dans les médias et puis les articles qui sont écrits dépeignent un entrepreneuriat qui se fait presque en un claquement de doigts, où on fait énormément d'argent, du coup, on a trouvé son équilibre et qu'on travaille que 3 jours semaine, toutes ces choses-là. Tous ces entrepreneurs-là, ils ont une vingtaine d'années derrière eux à s'être cherchés, s'être trouvés. En général, ils ne sont pas tout seuls aussi, ils ont des très grosses équipes derrière. Ils ont eu plusieurs échecs d'entreprise aussi, mais c'est comme si on les mettait sous le tapis pour pas les montrer. Et donc, ça fait que quand on se compare, on complexe, où on a l'impression qu'on va pas y réussir, puis c'est vraiment dommage parce que moi, je suis très à me dire, tu sais, le positif attire le positif, puis quand tu te compares et que tu te sens pas bien par rapport à des images publiques qu'on t'envoie, ben, ça fait que tu vas mettre une énergie basse dans ton projet et tu vas pas le mener à bien, puis tu vas te mettre dans la tête que de toute façon, toi, t'échoues, que tu n'y arrives pas, etc. Et donc, tu te mets des charges mentales énormes, alors qu'en fait, c'est dans la norme, c'est normal. Et beaucoup de gens l'oublient, et tu te lances en entrepreneuriat parce que il y en a énormément. Puis je sais pas si, il me semble que j'avais vu une étude, je sais pas, c'est pas 70% des gens qui se lancent en entrepreneuriat dans l'objectif de trouver un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Euh, Cet équilibre-là, il est propre à chacun. Et donc, tu construis ton équilibre à toi et te compare pas aux autres, trouve le tien. Peut-être que chez certaines personnes, l'équilibre, c'est travail 80% et vie pro 20%, vie perso 20%. Peut-être que c'est 50%, peut-être que c'est 20, c'est à l'inverse, 20, 80. Et tous les modèles sont corrects, en fait. Donc, revenir à soi et à ce que tu veux vraiment, le noter quelque part, l'écrire, faire des vision boards, je sais pas, le visualiser, puis un peu se mettre des mémos de moi, qu'est-ce que je veux, pour se mettre des barrières par rapport à des images qu'on nous envoie de l'extérieur. C'est aussi intéressant de faire ça. Complètement. Et je trouve ça mais super intéressant ce que tu dis parce que, mais même, tu sais, dans les podcasts que j'entends à la télé, etc., tout ce qui est souvent mis en avant sur les entrepreneurs, c'est que ce sont des super performants. Tu sais, on les voit un peu comme des super-héros qui arrivent à tout réussir. Et puis, dès que tu dis que tu es entrepreneur, on va dire, ah, mais tu gagnes plein d'argent directement. Et puis, tu vois pas par toutes les étapes, tu sais, par lesquelles tu passes et puis ces périodes de stress, etc. Et je rebondis aussi sur ce que tu as fait, tu sais, enfin, sur ce que tu as fait, sur ce que tu as dit sur le fait qu'on veut devenir entrepreneur pour pouvoir avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Et j'avais lu un article, je crois, il y a 2 semaines là-dessus, où la personne dessus, elle disait, mais en fait, j'ai jamais eu cet équilibre-là, en tout cas pas les premières années, ça a pris du temps avant d'y arriver. Elle fait, elle regrette pas, elle est vraiment bien là-dedans d'avoir fait ce choix-là, mais par contre, ça se fait pas du tout en un claquement de doigts, vraiment pas. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce que ça se fait pas en un claquement, en un claquement de doigts qu'il faut pas aller, il faut pas le faire. C'est juste de pas s'en vouloir si ça marche pas tout de suite, puis c'est normal, puis il y aura des murs et puis voilà, mais tu sais, c'est parce qu'on n'arrête pas d'avoir cette pression. Mais d'ailleurs, je sais que tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs là-dessus, tu sais que tu as comme des groupes où chacun puisse s'entraider. Comment ça se passe dans ces groupes-là? C'est quoi la problématique qui ressort comme le plus souvent là-dessus pour les entrepreneurs? Est-ce que ça serait comme le besoin de tout le temps performer? Est-ce que c'est la solitude aussi de l'entrepreneur? Parce que des fois, tu es tout seul à devoir prendre aussi des solutions. Qu'est-ce qui ressort le plus souvent, tu sais? Tout ce que tu as mentionné ressort pas mal. Après, le très gros sujet qu'on entend tout le temps, puis moi, c'est équilibre vie pro, vie perso. J'entends tellement que je peux plus l'entendre. Voilà, mais parce que encore une fois, c'est comme s'il y avait une injonction à trouver cet équilibre-là. Puis je reviens à ce que je disais au tout début, c'est que c'est une question d'apprentissage. Et même dans les entrepreneurs qu'on accompagne, pas que moi, mais plein de gens autour de moi, souvent, on a eu des expériences salariées avant. Et puis nos parents sont salariés, puis voilà, c'est une lignée de salariés. Et après, il y a des gens qui sont dans l'entrepreneuriat très très jeunes, puis du coup, eux n'ont pas
tout à fait cette problématique-là d'équilibre ou de choses comme ça, mais c'est de se rendre compte aussi que du coup, on a à déconstruire un rythme de vie classique de salariat, voilà, de salariat. Puis, euh, il y a de la culpabilité chez beaucoup d'entrepreneurs de se prendre une pause entre 10 heures et 11 heures, par exemple, ou de se dire, bah, jeudi après-midi, je ne travaillerai pas. Parce que dans nos têtes, c'est comme ancré que c'est des heures de travail. Quand on fait un 9 à 5, voilà, c'est des heures et des jours de travail. Sauf que quand tu es entrepreneur, ben, en général, la gestion de ton emploi du temps te revient et puis tu as la liberté de prendre ton jeudi après-midi si tu le veux et que tu le peux aussi. Ça dépend des périodes de charge de travail, quoi. Complètement. Mais alors, je dirais, au-delà de l'entrepreneur, oui, tu as l'entrepreneur, mais aussi dans les... Bah, notamment, là, je pense au télétravail, tu sais, où il y a beaucoup de personnes du jour au lendemain qui ont dû être en télétravail, Oui, où on surveillait constamment leurs heures, etc. Comment est-ce qu'ils travaillaient, de quelle façon. Enfin, moi, je me rappelle, il y avait même un gestionnaire à un moment donné, en début de télétravail, tout ce qu'il voulait, c'était que tout le monde laisse sa caméra allumée tout le temps pour être sûr qu'ils sont devant l'ordinateur en train de travailler. Et moi, ce que je dirais, c'est que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié. Et puis, alors, un salarié, c'est encore un peu différent, ça va dépendre de la culture d'entreprise dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, moi, je dirais, c'est plutôt le résultat qui va être ce qui va compter. Pas si vous travaillez de 9h à 5. Des fois, il y a des journées, tu essaies de travailler de 9 à 5, tu n'y arrives genre juste pas. Puis des fois, et puis ça va te prendre 8 heures, et puis au final, tu auras produit que dalle. Et puis bah, des fois, bah, ouais. tu vas avoir 2 heures, mais hyper productives. Puis c'est ça qui compte, c'est quel résultat t'amène à l'entreprise, que ce soit ton entreprise ou pas, en fait. Et puis moi, je trouve que ça serait tellement mieux pour tout le monde de regarder plus au résultat qu'au nombre d'heures que tu passes. Bon, Ouais. je dis qu'au nombre d'heures que tu passes, au bout d'un moment, il faut quand même que tu livres, là. Donc voilà, Ouais, mais plutôt mais d'aller tu sais, tu touches regarder. à un point important quand même pour moi qui est où là, les entreprises, elles doivent se réinventer aussi. Enfin, en tout cas, se reposer la question. Alors moi, j'avais pas entendu la question de la caméra, d'avoir la caméra tout le temps ouverte, ce qui est Je absolument t'assure. ridicule. J'avais plutôt entendu de mettre bah, tu sais, des logiciels, des trackers pour être sûr que tu sois sur des pages, voilà, en train de travailler et pas en train Ça, de y est peut-être aussi. sur tes Ouais. médias sociaux, j'en sais rien. Donc, c'est ce que j'avais entendu. Mais moi, la seule question qui me vient en tête, c'est pourquoi l'entreprise pense que c'est ça la solution, tu vois. Et ce qu'il y a à réinventer, c'est dire, encore une fois, ce qui est important, c'est est-ce que les objectifs sont atteints et puis et le résultat, et est-ce que les gens se sentent bien, etc. Et puis pas d'être là pour être là. Mais je pense que j'ai une réponse pour toi. Vas-y. C'est parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de regarder si un salarié est là et puis de mesurer comme ça que d'aller réfléchir comment est-ce que tu vas mesurer que le résultat est là. Parce que tu te dis juste, tu sais, tu n'as pas beaucoup d'efforts de regarder juste, OK, il est là de 9 à 5, c'est tout ce que je veux, plutôt qu'aller te regarder, OK, mais comment est-ce que je fais pour créer une dynamique d'équipe, pour que tout le monde avance ensemble et que on mise sur l'équipe pour atteindre le résultat. Et que ce soit pas juste, on va viser une personne pour regarder combien d'heures elle a travaillé, si elle est restée devant son ordinateur ou pas. Mm. Et il y a autre chose aussi avec ça, c'est que souvent on va calculer, tu sais, l'absentéisme des gens, on va regarder Ouais. qui est absent, combien de temps, etc. Mais on ne Mm. calcule jamais le présentéisme. Or, le présentéisme, c'est un coût, mais immense, pire que alors j'ai plus les chiffres en tête, il faudrait que je les retrouve d'ailleurs. Si je vais les retrouver, je vais les rajouter d'ailleurs dans les notes dans les notes de l'épisode du podcast. Mais le présentéisme est pire pour l'entreprise que l'absentéisme. Donc, Ok. ça revient à ce qu'on disait, d'où l'importance d'aller regarder plutôt la finalité comme le résultat. Comment est-ce que tu fais? Tu sais, on revient à ce que tu disais au début. Comment est-ce que tu fais pour y arriver? Ça va être quoi les étapes pour pouvoir y arriver? Que juste, on reste devant l'ordinateur toute la journée et puis on essaye, enfin, tu sais, juste pour Ouais. respecter le 9 à 5, quoi, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu penses que dans les prochaines années, les entreprises qui auront vraiment réussi à réinventer leur processus interne et puis de suivi d'être dans le suivi de projet plutôt que le suivi des salariés finalement, ce seront les entreprises qui vont perdurer versus ceux qui n'arriveront pas à mettre ça en place, où il va y avoir peut-être une fuite des talents vers d'autres entreprises? Je pense qu'il y aura une fuite des talents vers d'autres entreprises, mais
plus loin que ça encore, non seulement d'aller miser plutôt sur l'équipe et sur comment, enfin, parce que c'est aussi comment elle fonctionne aussi ta culture d'entreprise, c'est aussi qu'est-ce que tu vas donner aussi à tes salariés. Est-ce que tu vas leur, enfin, tu sais, parce que souvent, par exemple, on va se dire, OK, on va revenir à la performance là, je veux que mon équipe soit plus performante. Puis, on entend beaucoup parler de qualité de vie au travail, et puis on se dit, puis d'ailleurs, tiens, j'aurais des questions aussi pour toi là-dessus, tiens, en tant qu'entrepreneuse. Et puis, on n'arrête pas d'entendre parler de qualité de vie au travail, et on se dit, ben regarde, la qualité de vie au travail emmène la motivation. Et puis en plus, ensuite de ça, ça emmène aussi la performance des salariés. Sauf que, regarde, suivant comment est-ce que tu l'implantes, comment est-ce que tu fais les choses, et ben des fois, même si tu vas dire, OK, en tant que qualité de vie au travail, je vais donner des meilleurs locaux. Je vais aussi augmenter les salaires de tout le monde. Je vais mettre une salle de repos. Et ben si tu n'as pas du tout communiqué là-dessus, bah, tu peux avoir aussi, et suivant ta culture d'entreprise, parce que la culture d'entreprise, je vais revenir mais super souvent dessus, je pense, mais parce que c'est vraiment comme fondamental. Mais ben, les salariés peuvent le percevoir de OK, mais pourquoi d'un coup, comme ça, on s'occupe de nous? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu sais, il peut avoir ça. Enfin, il peut avoir différents éléments de comment est-ce que tu emmènes? Parce que des fois aussi, tu peux avoir mis ça, des super locaux. Tu peux avoir mis des fruits, par exemple, à manger. Tout le monde est bien. Mais derrière ça, tu as des managers qui te donnent absolument pas d'autonomie. Tu as des conflits quand même dans le travail. Et ce qui va faire, c'est que tu vas pas avoir des salariés qui vont être performants. Ils vont juste rester parce qu'ils se disent « Oh, mais attends, mon entreprise, bah, j'ai un meilleur salaire que je pourrais avoir ailleurs. Je peux bien manger, j'ai des bons locaux. Bon, OK, ma relation avec mon manager, elle est complètement merdique. En plus, je suis désolée pour mon vocabulaire, mais c'est des sujets, tu sais, comme qui me parlent tellement. Mais en plus de ça, moi, ça me motive pas parce qu'il y a rien qui m'encourage à me motiver à ce que j'ai envie d'aller faire. Donc, même si là, tu fais tout, toi, en tant qu'entrepreneur, pour faire en sorte que ces salariés soient plus performants, même si tu dépenses de l'argent pour avoir plus de qualité de vie au travail, au résultat final, il y aura moins de performance dans l'entreprise. Donc, ça passe pas que par là, c'est comment est-ce que tu vas communiquer avec les gens, comment est-ce que tu embarques les personnes avec toi, comment est-ce que tu mets juste les bases, tu sais, les bases qui vont être l'autonomie, les relations sociales et le besoin de compétences. Déjà, ces trois choses-là, avant d'aller chercher d'autres éléments qui vont être un plus, mais pas la base, tu vois. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que t'as une refonte et puis en fait, ça se résume pas à des petits bouts d'artifice. Tu parles de la corbeille de fruits, du baby-foot que tu mets, ou ce genre de choses-là qui sont en fait des éléments, c'est ça, plus où tu maquilles un petit peu en fait, que tu fais pas de Et ben, réflexion profonde. tu vois, je le dirais même pas en fait, parce que, enfin, oui, ça peut être complètement maquillé, puis souvent, ça fait toujours rire le baby-foot et le panier de fruits, maintenant ça fait rire tout le monde, tu vois. Mais ça dépend comment est-ce que tu l'utilises. Oui, ça fait rire si tu le mets comme ça et qu'au final, les relations, les relations au travail, ça va vraiment pas, que tu mets un stress énorme à tes équipes. Ton baby-foot, oui, c'est du gros maquillage. Par contre, si, imaginons que tu es dans un immeuble, tu sais, à 3 étages, que le Mhm. baby-foot, il est au milieu, que les équipes du premier étage, du troisième étage ont jamais le temps de se voir, et ben en fait, le baby-foot va peut-être aussi les Ouais. réunir. Ça dépend. C'est quoi la finalité? Pourquoi, Mm. quand tu mets dans ton entreprise, pourquoi est-ce que tu le mets? Tu sais, Ouais. et puis je reviens aussi à toi, à ce que tu disais au début, là, c'est quand toi, tu fais les choses pour pouvoir réussir à être performante, tu disais au départ, OK, mais qu'est-ce que moi, ça m'apporte? Qu'est-ce que j'ai envie? Et puis c'est ça qui te motive à y aller, parce que toi, tu disais que la performance, c'était comme ton moteur. Ben, je pense que Ouais. c'est ça. Donc, voilà. Ouais, et il y a une chose qui m'est venue en tête pendant que tu parlais sur la question Mhm. du présentéisme, puis des heures et tout ça. C'est aussi et c'est le cerveau humain, il est aussi comme ça, c'est-à-dire que pour être performant, pour être efficace, pour être créatif, il y a des temps où il se coupe, quoi, où il doit se reposer, où on doit lui donner le temps de digérer tout ce qu'il vient d'apprendre. Et puis ça, on le vit tous dans l'année. On remarque qu'on a des cycles avec, moi, ça marche par semaine en général, où j'ai des semaines où j'écris à mort, j'ai plein d'idées, c'est hyper facile, j'ai aucun blocage dans rien, etc. Puis il y a des semaines où ça va pas, tu vois, je dis où ça va pas, puis je devrais même pas dire où ça va pas, où juste je sens que voilà, la réflexion, elle n'est pas fluide, ou je suis plus fatiguée, ou etc. Et en fait,
c'est pas que mon corps, que mon cerveau ne fait rien, c'est que il se ressource, qu'il se recharge pour retrouver une phase de créativité. Et tu le vois beaucoup, moi je regarde beaucoup les interviews d'artistes ou d'humoristes notamment, ils parlent beaucoup de l'ennui en disant la créativité, elle vient, elle s'extrait des phases d'ennui. Et il y a par exemple une chose que moi je remarque beaucoup chez moi, mais qui est très facilement observable, c'est j'aurais envie de dire aux gens, faites l'exercice de vraiment prendre une journée, par exemple la semaine prochaine. Prenez une journée off, mais complètement off, où ce jour-là, vous allez vraiment même pas ouvrir l'ordinateur, même pas checker un seul mail, etc. Faire juste ce que vous avez envie de faire, aller prendre une marche ou juste rester sur le canapé ou j'en sais rien, etc. Mais ne rien faire du tout et pas ouvrir les réseaux sociaux et pas ouvrir ne serait-ce qu'un micro-mail. Et vous allez voir qu'à la fin de cette journée-là ou le lendemain, vous allez avoir plein, plein, plein d'idées. Et que la chose sur laquelle vous bloquiez, et ben en fait, ça se débloque, mais d'un coup, quand on est en train de faire la cuisine. Mais c'est parce qu'on a laissé le temps au cerveau de se réoxygéner et de se reposer. Et en fait, de se rendre compte que les temps de pause permettent d'être plus performants aussi et plus créatifs. J'adore ce que tu dis, Aurélia, et puis c'est top parce que c'est quelque chose qu'on relie jamais à la performance. On a toujours l'impression que pour performer, il faut genre juste travailler, 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 travailler Mm. tout le temps. Ce qui est mais complètement faux et c'est même une erreur en fait. Et c'est vraiment important de prendre ces pauses-là. Et puis j'aime beaucoup ton idée de dire, OK, allez-y, prenez une journée sans votre ordinateur, sans ouvrir les mails. Et puis moi, j'irais plus loin, je dirais, mais prenez une journée sans même votre téléphone. Genre Mm. juste, prenez pas votre téléphone avec vous. Allez faire des choses, parce que souvent, on va toujours comme un peu, on a toutes nos notifications là sur le téléphone, donc même si on dit on consulte pas nos mails, tu as une notification, puis hop, ça te raccroche quand même un peu au travail. Genre juste prenez une vraie journée pour vous, avec Ouais. une vraie pause. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, alors s'il y a des scientifiques qui nous écoutent et qui veulent réagir là-dessus, parce que je suis pas sûre que je vais bien l'expliquer, donc je vais essayer, mais c'est pas sûr que j'arrive à bien l'expliquer. Mais ce que tu as expliqué de pourquoi est-ce que après t'être reposé, tu te sens mieux, puis tu as plus d'idées créatives et tout ça, c'est parce que dans ton cerveau, tu as une partie qui s'appelle le réseau par défaut. Et ce réseau par défaut-là, en fait, il s'active notamment quand tu as ces phases de repos-là. Et ce réseau par défaut, il sert à quoi? Il sert à la mémorisation, il sert au fait de pouvoir emmagasiner tout ce que tu as fait dans la journée pour pouvoir mieux réagir après à de nouvelles Mm. situations. Donc, il est vraiment important de se reposer pour ton cerveau, pour pouvoir aussi, tu sais, que ce réseau par défaut-là puisse bien mémoriser, etc. Donc, d'où l'importance de faire des pauses et j'espère en tout cas que ceux qui nous écoutent, là, en entendant ce qu'Aurélia aussi, elle dit, de moins culpabiliser quand on en fait des pauses, parce qu'au final, ça va vous apporter beaucoup plus. Ouais, puis je trouve que c'est très important là le point qu'on est en train de soulever parce que même donc pour revenir à ceux qui ont des schémas de performance aussi, c'est de se rendre compte que pour s'épanouir aussi dans ces mécanismes-là, en fait, le temps de pause est nécessaire et est utile à ça. Mais je te dirais que moi, c'est encore un travail que je fais sur moi encore parce que les journées, tu vois, puis mon réflexe a été de te dire, il y a des journées où il y a des semaines où ça va pas. Tu vois, pour te dire que c'est pas encore réglé chez moi, j'ai l'impression, c'est des semaines où j'ai l'impression que c'est fini, ma créativité ne reviendra jamais. Vraiment, j'ai l'impression de ça, tu vois, voilà. Et puis si ça dure plus qu'une semaine, je suis là, mais c'est pas normal, mais qu'est-ce qui se passe, etc. J'ai vraiment l'impression que ça ne reviendra jamais. Euh, alors qu'en fait, ça revient toujours. Et maintenant, tu vois, maintenant, j'ai plus le réflexe de me dire, bah, en fait, c'est comme ça, puis t'inquiète pas, ça va revenir, parce qu'en fait, c'est toujours revenu. Donc voilà, mais de réancrer ça, le temps de pause dans le fait que ça t'aide à être plus performant et plus créatif, bah, ça te permet aussi de mieux vivre ton schéma de performance, puis de pas culpabiliser du coup de prendre des pauses. Mm. Complètement. Attends, j'ai une autre question aussi. Est-ce que d'après toi, on doit absolument être performant? Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un qui, pour lui, il a juste envie de vivre sa vie et rien à faire de la performance?
Je pense qu'il n'y a pas. Je pense que quelqu'un qui a rien à faire de la performance, c'est très bien aussi. Encore une fois, chacun est responsable de ses choix de vie et de ce qu'il en fait. Donc voilà. Après, tu as eu un début de question de dire est-ce que pour toi, est-ce que moi je pourrais travailler avec quelqu'un? Je pense qu'il y aurait peut-être une petite incompatibilité quand même à un moment donné. À un moment donné, mais sans aucun jugement de ceux qui sont qui ont rien à faire de la performance, du résultat, de l'apprentissage, de choses comme ça. Chacun fait ses choix de vie. Après, de qui tu souhaites t'entourer, ça c'est autre chose. Oui, complètement. Mais je soulevais aussi un peu la question parce que, tu sais, j'ai l'impression aussi que maintenant, on doit comme toujours faire plein de choses. Puis tout à l'heure, Ouais, tu parlais aussi d'ennui. Là, je veux revenir un peu à l'ennui que tu disais. Et puis, s'ennuyer, bah, les gens se sentent mal de s'ennuyer. Tu peux pas t'ennuyer. Tu t'autorises même plus à t'ennuyer. ouais. Or, moi, je pense que c'est quand même important, bah, comme tu disais, avec les artistes et tout ça, c'est comme ça que tes idées créatives, elles viennent. C'est important de s'ennuyer et puis, du coup, ma question derrière ça, c'est OK, comment est-ce que toi, tu as entendu ça? Parce que c'est pas avec tous les entrepreneurs avec qui j'ai pu discuter, on arrive comme ça sur l'ennui, ils voient ça comme super important. Habituellement, on va dire: «Non mais attends, j'ai des choses à faire là, faut pas déconner non plus», tu vois? Donc je vais un peu plus creuser ça avec toi. Alors l'ennui aussi, je l'ai entendu dans un podcast d'un humoriste qui parlait de l'ennui. Puis je suis totalement d'accord avec l'idée de base. Je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec l'utilisation du mot ennui. Pour moi, l'ennui, puis encore une fois, il faudrait aller rechercher les définitions réelles, etc. Ou alors ce sera un ennui un petit peu poétique, quoi. C'est-à-dire se laisser aller au fil de la journée, au fil de ses envies, etc. C'est plutôt ça, moi, pour moi, que je vais rechercher. Plutôt que l'ennui, moi, ma définition immédiate est un peu péjorative, où pour moi, c'est plus lié à une situation d'inconfort dans laquelle je m'extrais. Puis l'ennui au travail, par exemple. Tu vois, si je fais beaucoup de choses, derrière, il y a ma curiosité qui a pas de limite et qui fait pas de tri dans les domaines, etc. Puis mon envie d'apprendre, etc. Par contre, il y a des fois où je me suis mis à faire beaucoup de choses parce que je vivais une situation d'ennui. Donc, donc voilà. Mais si on prend l'ennui comme l'humoriste l'entendait dans le podcast que j'ai écouté, où c'est vraiment rien faire, se laisser vivre en fait. Euh, c'est ce qu'on venait de dire puisque tu as expliqué Mmh. avec le cerveau, c'est du temps d'assimilation qui est très important parce que moi par exemple, ça c'est complètement personnel, une expérience que j'ai vécue et que j'ai vécue encore plus forte suite à 2020 avec la pandémie où on n'avait rien d'autre à faire que de travailler finalement, puis où les réunions se sont multipliées, les événements virtuels se sont multipliés, etc. C'est que à vouloir à faire énormément de choses, à vouloir faire trop de choses, etc. À un moment donné, ton cerveau il en a trop, puis j'ai commencé à vivre un peu des problèmes de mémoire. J'avais l'impression de plus me souvenir alors que chez moi ma mémoire elle fait pas défaut normalement, vraiment pas. C'est quelque chose sur lequel voilà, j'ai parfaitement confiance, mais à plus me souvenir de la discussion de la veille, vraiment de l'essence qui en était sortie, je m'en souvenais plus vraiment. J'avais l'impression que c'était difficile de commencer à réfléchir, etc. Et d'où l'intérêt des temps de pause et d'ennui, ou en tout cas c'est comprendre que ton cerveau, à un moment donné, tu es juste humain et que tu n'es pas un héros, etc. Et que ton cerveau, il a besoin de digérer toute la masse d'informations que tu viens de lui donner. Donc, pour ensuite te permettre d'en faire quelque chose, puis de le réinjecter dans tes projets ou toutes ces choses-là. Donc, moi, j'ai vraiment vécu, surtout là récemment, enfin en fin 2020, vraiment, je commençais à avoir des problèmes de mémoire. Ça m'inquiétait presque limite jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, c'est juste que pause, respire, et ça va aller, quoi. Merci beaucoup, Ryan, de nous partager ça. Je trouve que c'est super important et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes et
Et je vois ça comme un exemple, tu sais, par exemple, on se dit, on verrait pas un coureur, tu sais, comme courir comme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et jamais s'arrêter. On se dit automatiquement à n'importe qui que tu demandes: «Non, mais s'il court tout le temps, à un moment donné, il va lâcher, il va plus pouvoir et puis, non». Mm. Et par contre, si on se fait cette même réflexion, avec notre cerveau, tu sais, avec le fait de tout le temps travailler et cetera, on se dit jamais: «Non, mais attends, à un moment donné, ça marchera plus non plus», tu sais? Et je trouve qu'il faut faire ce parallèle-là. Ton cerveau, c'est un peu comme ton coureur, là, ton sportif qui court. À un moment donné, il a besoin de repos si tu veux le faire repartir et qu'il court encore à nouveau, tu vois. Mhm. Mm. Exactement. Mais d'ailleurs, l'entrepreneuriat, on le compare souvent à un marathon. Et on dit aux gens, il faut que tu sois marathonien et pas sprinter dans l'entrepreneuriat. Donc, je trouve ça rigolo que tu utilises le parallèle de la course. Mais moi, j'aime beaucoup l'idée du marathon en tant qu'entrepreneur. Je vais la garder. Ouais, Aurélia, on est passé à travers plein de sujets. Je pense que je pourrais encore parler avec toi, mais pendant oui, des heures. certainement. Oui, c'est même sûr. Mais malheureusement, on arrive déjà bientôt en fait à la fin du Ouais. podcast. Est-ce qu'il y a quand même des éléments que tu aimerais rajouter, auxquels on n'a pas du tout abordé, qui pour toi c'est quand même essentiel là de partager? Euh, je crois que la chose, je n'ai pas envie de rajouter des choses parce qu'il y en aurait des milliers à rajouter, puis on serait encore parti pour 3 heures, mais plutôt une chose à rappeler et qui serait un petit peu transversale pour tout le monde, c'est de ne pas hésiter à, à créer sa propre définition des choses et puis des choses qu'on vit ou des schémas qu'on a. Là, c'est ce qu'on a fait avec la performance là dans la dernière heure, c'est qu'on est parti de c'est la victoire et c'est le résultat. Finalement, on apprécie le processus, on apprécie le temps de pause. Voilà, on a comme balancé les choses, mais toujours quand même au service de ce qui t'anime profondément. Puis parce que je pense que quand on redéfinit sa propre vision des choses, ça nous permet aussi de réajuster son comportement par rapport à ce que nous, voilà, des mécanismes qu'on a. Donc, ça nous permet de nous remettre en mouvement, puis de travailler une position d'observateur auquel moi, je tiens énormément. Voilà, de s'extraire un peu de ses ressentis, de s'extraire de ses émotions, de s'extraire de la situation et de l'observer pour que factuellement, on commence à mettre les étapes par la suite pour arriver à mieux se retrouver, quoi. Au travers ce que tu dis, j'entends prenez un pas de recul. Ouais. Prenez un pas de recul et Bah, je sais pas observez. si c'est promener un pas de recul, mais de se mettre. Pour moi, la position de l'observateur, elle veut tout dire, quoi. C'est de se mettre en hauteur, en fait. Pas prendre un pas de recul, mais de se mettre en hauteur. Ah, Voilà. très bien. C'est parfait. Et puis, là, pour finir le podcast, à chaque fois, il y a une question que j'adore poser, qui Mhm. est: qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? Qu'est-ce qui me donne envie de me réveiller le matin? Euh, Alors là, j'ai envie de te partager quelque chose. C'est que moi, depuis très longtemps maintenant, j'ai comme une to-do de petits bonheurs. C'est-à-dire que, et dans cette chose, voilà, mes objectifs, enfin, c'est pas une tout doute petit bonheur, c'est un peu comme des objectifs de vie. Et puis dedans, il y a des tout petits bonheurs, des moyens bonheurs, et puis des grands bonheurs, tu sais, un peu des choses que j'ai envie de réaliser. Alors, ça peut être les derniers que j'ai fait, c'était des pancakes que je voulais absolument tester, ou ça peut être des projets de voyage ou des choses comme ça. Puis je pense que ce qui me motive à me lever le matin, ça peut être des toutes petites choses dans la journée, comme des très gros projets auxquels je crois et auxquels j'ai envie de participer. Donc, je ne saurais pas dire exactement une chose, mais même très souvent, c'est juste des mini-choses qui vont se passer dans ma journée et qui me donnent le sourire quand je me lève. Ah, j'aime trop, merci. Mais attends, on revient au pancake. C'est quoi ces fameux pancakes que tu voulais tester? Comme ça, on partage avec tout le monde, on pourra Ouais, tous les c'est manger. les Japanese pancakes qui sont hyper fluffy là. Ouais, bah, figure-toi que ça a été une lutte de 3 années pour arriver à les goûter enfin. Où est-ce que tu les as trouvés? Non, on me les a fait.
Oh, la chance. Si quelqu'un nous écoute et a une bonne recette, moi je suis preneuse parce que C'est je rêve ça. aussi d'en goûter. Et pour terminer ce podcast, Aurélia, est-ce que tu Oui. pourrais partager avec nous une découverte récente? Alors ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, quelque chose qui t'a marqué et qui a eu peut-être un impact sur toi et que tu aimerais partager avec d'autres personnes. Alors, ma découverte récente, alors que j'ai commencé à découvrir l'année dernière, puis là, dernièrement, il y a eu un sommet de ça, et puis demain, toi, je parle à une dame qui a entrepris des études là-dedans. C'est plutôt un domaine, c'est l'art-thérapie. Qui fait d'ailleurs beaucoup travailler des mécanismes de performance, parce que quand on dit tout n'a pas besoin d'être beau et réussi, l'art permet de travailler ce côté-là parce que on peut peindre et s'amuser avec des couleurs et tout ça sans que ce soit forcément beau. Puis de toute façon, le beau, c'est hyper Subjectif. subjectif. Donc voilà, mais ça fait beaucoup travailler cette partie-là de moi. Et donc j'ai commencé, c'est ça l'année dernière, à découvrir un peu l'art-thérapie. Puis là, alors d'abord moi en la vivant, puis en faisant des séances où voilà, moi je devais peindre ou sur une thématique. Puis là dernièrement, il y a eu un sommet de l'art-thérapie où j'ai pu découvrir comment ça pouvait aider les gens à travailler justement sur des mécanismes, sur des blocages, etc. Parce que c'est le même mécanisme que, tu sais, on conseille en développement personnel d'écrire beaucoup, c'est pour sortir les mots de soi, de sortir ses ressentis, puis les déposer quelque part. Ben, là, par l'art, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on dépose sur papier ce qu'on ressent, puis on peut même, ce qui est très intéressant avec l'art-thérapie, c'est tout le côté imaginaire qui vient après ça. C'est qu'une fois que tu as déposé des choses, qu'est-ce que tu imagines de la suite et comment tu le dessines? Donc, je suis en plein dedans là. C'est ma dernière grosse découverte et j'ai pas fini mon exploration. Ah, bien, tu nous diras ça, comment ça va se dérouler, tout ça. C'est Merci ça. beaucoup de nous l'avoir partagé. Et puis, si ensuite on souhaite échanger avec toi, te poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? Je pense que le plus simple et qui reste le plus stable, c'est LinkedIn. Voilà, où je suis active et je réponds tout quotidiennement aux messages, etc. Donc, les gens peuvent me contacter par LinkedIn et pour une première prise de contact. Puis après, on poursuivra avec d'autres moyens, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Merci beaucoup, Aurélia, pour ce moment qu'on a échangé toutes les deux ensemble. J'ai vraiment aimé cet échange, en fait, qu'on a eu. Bah, merci à toi pour ton invitation. Puis j'avais hâte, alors ça a été un plaisir pour moi aussi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître 5 à 7 RH, à sortir de nouveaux épisodes. Alors allez sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube et n'hésitez pas à mettre tout plein de petites étoiles, des pouces bleus et des commentaires. Et n'oubliez pas, prendre du repos aussi, c'est important pour atteindre ses objectifs. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!